Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 22 juillet. Raffermissement des liens d'amitié et renforcement des relations bilatérales dans plusieurs domaines, c'est en somme l'objectif de la visite officielle entamée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Italie pour co-présider notamment la 5e session du sommet gouvernemental algéro-italien de haut niveau, un dossier dans ce journal. Le génocide de l'entité sioniste contre la bande de Gaza s'intensifie. Plus de 60 Palestiniens sont tombés en martyrs ce mardi, dont 26 attendant la distribution d'aide pendant que la famine fait de nouvelles victimes. Antonio Guterres tire la sonnette d'alarme devant le Conseil de sécurité. Le manque d'une volonté politique sincère de la part du Maroc pour rechercher une solution sérieuse au conflit du Sahara occidental soulevé à Alger par le ministre sahraoui des Affaires étrangères. Et puis en France, des juges d'instruction ordonnent un procès contre l'actuel ministre de la Culture, Rachida Dati, afin qu'elle soit jugée notamment pour corruption et trafic d'influence passif dans le cadre de l'affaire Carlos Ghosn. Bonsoir à tous, on entame cette édition par la visite officielle qu'effectue ce mardi le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Italie. Une visite au cours de laquelle le président algérien doit notamment présider les travaux de la 5e session du sommet gouvernemental algéro-italien de haut niveau. Ce périple revêt une importance particulière dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié historiques et du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays amis dans plusieurs domaines. On s'intéresse au partenariat économique entre l'Algérie et l'Italie qui est perçu comme un exemple à suivre entre deux pays des deux rives de la Méditerranée avec 14 milliards d'euros en 2024. Le volume des échanges commerciaux est même appelé à croître. Kherdin Batash. Un modèle de partenariat économique dans le bassin euro-méditerranéen. L'Algérie et l'Italie ne cessent de donner l'exemple en matière de coopération basée sur le respect et l'intérêt mutuel entre deux nations millénaires. Les prochaines échéances bilatérales seront une occasion de renforcer ce partenariat d'exception à la lumière des opportunités communes et à leur tête le forum d'affaires de haut niveau qui se tiendra à Rome le 23 juillet en marge du sommet bilatéral co-présidé par le président Abdelmadjid Tebboune. En langage de chiffres, le partenariat algéro-italien, c'est 14 milliards d'euros en volume d'échanges commerciaux en 2024, avec un bond de 6,4% en glissement annuel enregistré durant les 4 premiers mois de l'année en cours, soit l'équivalent de 4,8 milliards d'euros, dont 3,8 milliards d'exportations algériennes vers l'Italie. Au cœur de cette entente, un engagement sans faille de la part de l'Algérie à assurer une grande partie des approvisionnements énergétiques de l'Italie et autres partenariats d'excellence entre les groupes Sonatrach et Eni qui prévoient de porter ces investissements en Algérie à hauteur de 8 milliards de dollars.
Si Alger reste un fournisseur fiable de gaz, la vision algérienne transcende le secteur énergétique pour se projeter dans l'avenir de ce partenariat fructueux, notamment en industrie, agro-industrie, tourisme et autres secteurs. Une vision dont la mise en œuvre a d'ailleurs commencé avec l'installation de l'usine du géant automobile Fiat, filiale du groupe Stellantis, à l'ouest du pays, via un investissement initial de 200 millions de dollars. D'autres pas aussi ambitieux s'inscrivant dans la même dynamique sont d'actualité à l'image du projet intégré pour la production de céréales dans la région de Timimoun au sud de l'Algérie. Ces projets ne sont qu'un aperçu du potentiel que recèle le partenariat économique algéro-italien, véritable socle des relations euro-méditerranéennes et vecteur de bon voisinage et de développement commun. Le partenariat algéro-italien, on en parle encore avec Brahim Gendouzi, économiste et enseignant à l'université Miloud Maamri de Tizi Ouzou. Brahim Gendouzi, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles sont, selon vous, aujourd'hui les perspectives de développement économique entre l'Algérie et l'Italie? Les deux pays, on le sait, jouent un rôle de locomotive dans l'espace euro-méditerranéen. Comment pourraient-ils faire mieux? Alors, la relation algéro-italienne est une relation de confiance mutuelle, une vision partagée pour l'avenir et une profondeur des relations historiques entre les deux pays. Ceci a permis de consolider les relations algéro-italiennes dans de nombreux domaines, aussi bien économiques, commerciaux, mais également sur le plan politique et diplomatique, et même sécuritaire en Méditerranée. Et l'impact du partenariat stratégique algéro-italien est exemplaire au niveau de la région euro-méditerranéenne et un partenariat basé sur la relation bilatérale. Et par conséquent, cela donne les résultats qu'on connaît maintenant, à savoir que l'Italie est le premier client de l'Algérie, l'Italie est le second fournisseur de l'Algérie, et le volume des échanges, c'est autour de 14 milliards de dollars par an, ce qui est essentiel. Mais l'important, c'est pour les projections à l'avenir, puisqu'il y a énormément d'investissements directs de firmes italiennes en Algérie, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le secteur habituellement où les Italiens sont présents, les hydrocarbures, ou que ce soit dans la branche agroalimentaire, la nouveauté, puisqu'une société italienne investit à Timimoun dans la production de céréales et des oléagineuses et dans la transformation également. Ce qui est essentiel aussi, c'est pour les années à venir, parce qu'on peut relater le projet de câble électrique sous mer reliant l'Algérie et l'Italie. On peut aussi citer l'important projet à l'horizon 2040 South2 concernant l'hydrogène en partenariat avec un autre pays, avec deux autres pays de l'Union européenne, en l'occurrence l'Allemagne et l'Autriche, et la diversification de la présence italienne en termes d'investissement, en termes d'échanges commerciaux et en termes de partage de savoir-faire. Donc on l'aura compris, Brahim Gendouzi, selon vous, l'agroalimentaire, les énergies propres, en l'occurrence l'électrification et l'hydrogène vert, restent des domaines encore où les deux pays pourraient faire mieux. Brahim Gendouzi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et enseignant à l'université Miloud Maamri de Tizi Ouzou. L'économie algérienne se veut plus attrayante avec des partenaires de plus en plus diversifiés. Le secteur de l'énergie en est un parfait exemple. La loi 1913 offre désormais un cadre juridique plus adapté. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie renforce sa position de destination stratégique dans le secteur énergétique mondial, suscitant un intérêt croissant de la part des majors internationales. La mise en œuvre de la loi 1913 encadrant l'investissement dans les activités pétrolières et gazières marque le début d'une nouvelle dynamique pour l'industrie nationale. Cette réforme structurelle vise à accroître l'attractivité du pays en matière d'exploration et de production, tout en maintenant son attraque au centre de toutes les opérations.
5 contrats relatifs aux hydrocarbures ont été conclus lundi à Alger entre Sonatrach et plusieurs compagnies pétrolières étrangères, illustrant la confiance renouvelée des partenaires internationaux dans le potentiel énergétique de l'Algérie. Ces accords prévoient un investissement initial estimé à plus de 600 millions de dollars, principalement orienté vers les activités d'exploration. Dans le cadre de la coopération énergétique, ExxonMobil et Chevron négocient un futur partenariat avec Sonatrach dans le cadre de la stratégie nationale algérienne visant à valoriser le potentiel hydrocarbures et minier, renforcer les efforts d'exploration et accroître les réserves et la production afin de consolider la sécurité énergétique de l'Algérie. La coopération énergétique entre l'Algérie et l'Italie n'est pas en reste, portée par le partenariat stratégique entre Sonatrach et le groupe Eni, qui revêt une importance majeure pour les deux pays. La stratégie s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la sécurité énergétique en Méditerranée et de valorisation des ressources naturelles algériennes, avec un objectif ambitieux d'atteindre 8 milliards de dollars d'investissement. Cette alliance vise à intensifier les projets d'exploration, de production et de transition énergétique, consolidant ainsi la position de l'Algérie comme fournisseur énergétique clé pour l'Europe, une position désormais extrapolée aux énergies renouvelables et à leur tête l'hydrogène vert, qui desservira au passage l'Allemagne et l'Autriche. Voilà donc pour l'essentiel de notre dossier consacré à la visite officielle qu'entame le président algérien Abdelmadjid Tebboune ce mardi en Italie. Et je vous rappelle qu'il devra, au cours de cette visite, co-présider la 5e session du sommet gouvernemental algéro-italien de haut niveau. Dans notre second dossier du jour, au 655e jour du génocide de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, les forces de l'occupation sioniste ont commis de nouveaux massacres dans plusieurs régions de l'enclave palestinienne assiégée où la famine cause de nombreux décès. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 77 martyrs et 376 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, alors que le bilan des victimes de cette agression génocidaire entamée le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 59 106 martyrs et 142 511 blessés. Ce mardi, au moins 63 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont au moins 26 attendant la distribution d'aide humanitaire. Nous avons reçu plusieurs groupes de blessés, 3 ou 4 fois à minuit, à 2 heures du matin et aussi à l'aube. Les blessures étaient variables selon qu'il s'agissait de personnes ciblées au camp de réfugiés de Chati ou de personnes en attente d'aide. Des dizaines de blessés ont été recensés et depuis 2 heures du matin, certains attendent encore leur tour pour être soignés. Cette situation est malheureusement catastrophique et représente une grave menace pour les patients et les blessés. Et la famine fait des ravages, notamment parmi les enfants. Le blocage des aides humanitaires par l'entité sioniste cause chaque jour de nouvelles victimes. Au cours des dernières 72 heures, 21 enfants sont morts de malnutrition, dont 4 au cours des dernières 24 heures. Et l'ONU a accusé ce mardi les forces de l'entité sioniste d'avoir tué à Gaza depuis fin mai plus de 1000 personnes qui tentaient d'obtenir de l'aide, dont la grande majorité près des sites de la fondation dite humanitaire GHF, soutenue par les États-Unis et l'entité sioniste. Et lors d'un débat public de haut niveau ce mardi au Conseil de sécurité sur le thème promouvoir la paix et la sécurité internationale par le multilatéralisme et le règlement pacifique des différends, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a dénoncé notamment l'échec du Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités face aux causes et aux conséquences du génocide à Gaza. Nous nous trouvons au carrefour du Maghreb, du Sahel et de la Méditerranée occidentale. Par conséquent, l'Algérie ne ménage aucun effort pour contribuer à la prévention des conflits et au règlement des conflits, et ce en coordination avec les organisations régionales, notamment l'Union africaine. Cinquièmement, nous soutenons
une coordination plus étroite entre les membres du Conseil de sécurité et la Commission de consolidation de la paix, notamment pour nous attaquer aux causes sous-jacentes des conflits et pour soutenir des stratégies de consolidation de la paix appropriées à l'échelle nationale. L'examen en cours de l'architecture de consolidation de la paix est une occasion à saisir afin de renforcer la cohérence et la complémentarité à l'échelle de l'ONU. Nous sommes gravement préoccupés par l'impasse dans laquelle se trouve le Conseil de sécurité. Nous sommes également préoccupés par la mise en œuvre sélective des résolutions du Conseil. Cela nuit à sa légitimité et à sa crédibilité. À cet égard, la question de la Palestine est un exemple clair, un exemple de longue date de ce deux poids deux mesures. En guise de conclusion, Monsieur le Président, nous appelons de nos vœux un multilatéralisme inclusif, équitable et représentatif. Un multilatéralisme qui donne la priorité au règlement pacifique des différends, et ce, conformément aux principes. Et lors de ce même débat public de haut niveau au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé l'horreur dans la bande de Gaza, mettant l'accent sur la famine qui frappe à toutes les portes. Il suffit de regarder le spectacle d'horreur à Gaza avec un niveau de mort et de destruction sans précédent ces derniers temps. La malnutrition monte en flèche, la famine frappe à toutes les portes. Et nous assistons maintenant au dernier soubresaut d'un système humanitaire fondé sur des principes humanitaires. Ce système se voit refuser les conditions nécessaires à son fonctionnement, l'espace nécessaire à son action, la sécurité nécessaire pour sauver des vies. Avec l'intensification des opérations militaires israéliennes et les nouveaux ordres de déplacement émis à Deir el-Balah, les ravages s'accumulent. Je suis consterné que des locaux des Nations Unies aient été touchés, notamment ceux du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet et de l'Organisation mondiale de la santé, y compris l'OMS. Et alors que l'entité sioniste a perdu la bataille de l'opinion internationale, les autorités sionistes s'attellent maladroitement à user de stratégies de propagande visant à réparer une image largement entachée de sang. Détail avec Safouane Ben Sabri. En plein génocide à Gaza, l'entité sioniste a déjà perdu la bataille de l'opinion internationale. Et pour preuve, le 21 juillet, le ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste, en collaboration avec l'agence Israël 365, a procédé au lancement d'une campagne pour contrer la dégradation sans précédent de l'image de l'entité sioniste à l'international. Ce genre de campagne fait partie d'une stratégie bien connue qui porte le nom de Hasbara en hébreu. Elle représente toutes les stratégies de communication utilisées par l'entité sioniste, qui prend une forme de propagande et principalement destinée à l'étranger. Dernière cible en date, la jeunesse MAGA ou Make America Great Again, fidèle soutien de Donald Trump, ils ne sont pas toujours pro-sionistes. C'est dans ce contexte que des influenceurs MAGA et créateurs souvent issus de la droite conservatrice sont payés pour influencer la jeunesse américaine. D'après un sondage effectué par CNN en juillet 2025, seuls 23% des jeunes Américains soutiennent les actions menées par l'armée sioniste à Gaza. Un soutien tombé en flèche depuis le 7 octobre, symbolisant la défaite des narratifs subis par l'occupant sioniste. La Hasbara vise des influenceurs de diverses nationalités, principalement en Occident ou encore dans le monde arabe. Des ONG comme Human Rights Watch dénoncent une tentative de manipulation de l'opinion publique, tandis que d'autres accusent ces influenceurs de relayer une propagande biaisée, ignorant la souffrance des Palestiniens et faisant le jeu du narratif belliqueux des autorités sionistes. Je vous en parlais en titre, le ministre sahraoui des Affaires étrangères et des Affaires africaines, Mohamed Yeslam Baïsat, a souligné que le Maroc manquait d'une volonté politique sincère pour rechercher une solution sérieuse au conflit du Sahara occidental. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce mardi au siège de l'ambassade sahraoui en Algérie concernant les derniers développements de la question sahraoui.
Aujourd'hui, le Maroc prétend vouloir une solution et avoir une proposition. Mais cette proposition est unilatérale et hors du cadre de la légitimité. Il s'agit simplement d'une tentative de recycler les débris coloniaux proposés à tous les peuples en lutte pour leur liberté. Ce que le Maroc appelle l'autonomie, entre guillemets, n'est rien d'autre qu'un remake du plan de Constantine proposé par le colonialisme français à la révolution algérienne. Ce n'est rien d'autre qu'un emballage pour le plan somalien ou le plan bantoustan qui a été rejeté par le peuple d'Afrique du Sud. Je vous en parlais également en titre en France. Des juges d'instruction ont ordonné un procès contre l'actuelle ministre de la Culture, Rachida Dati, afin qu'elle soit jugée, notamment pour corruption et trafic d'influence passif par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale, à savoir le Parlement européen, dans le cadre de l'affaire Carlos Ghosn. Les avocats de la ministre ont annoncé faire appel de cette décision. L'ancien patron de Renault Nissan est lui aussi renvoyé devant la justice. Les tarifs douaniers de l'administration américaine continuent d'affecter l'économie européenne. Ils pourraient s'avérer fatals pour certaines industries en France. D'ailleurs, le ministre français des Finances a appelé à une position européenne plus ferme dans les négociations. Nous avons une échéance qui est le 1er août, puisque c'est l'échéance que les négociateurs se sont donnés pour aboutir à un accord. Si au 1er août un accord n'était pas trouvé, il faudrait que les premières séries de contre-mesures, et en particulier 21 milliards d'euros de contre-mesures qui peuvent être déclenchées de manière quasiment immédiate par l'Union européenne, soient prises. Ensuite, suivant les outils, suivant la nature des produits taxés, les processus n'ont pas le même horizon temporel. L'outil anti-coercition que j'évoquais a un horizon temporel un petit peu plus. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a annoncé ce mardi qu'il allait rencontrer ses homologues chinois et américains, plutôt chinois à Stockholm en Suède, la semaine prochaine pour un 3e cycle de discussion sur les droits de douane. Cette nouvelle série de discussions pourrait déboucher sur une extension de l'accord entre les deux pays qui prendra fin le 12 août prochain. Le bilan provisoire de la chute accidentelle d'un avion de chasse de l'armée de l'air du Bangladesh sur un complexe scolaire de Dhaka s'est aggravé ce mardi pour passer à 31 morts. Pour rappel, l'appareil s'est écrasé hier en début d'après-midi sur le complexe scolaire Milestone dans le nord-ouest de la capitale bangladaise, victime, selon l'armée, d'une avarie mécanique. La chute de l'avion a transformé en brasier un bâtiment de 2 étages que des élèves de primaire venaient de quitter à la fin des cours. Obtenir un cessez-le-feu, voire une trêve durable, c'est l'objectif de la nouvelle série de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine qui s'amorce demain. Les espoirs sont minces sur ce nouveau cycle prévu en Turquie. Le Kremlin a d'ailleurs d'ores et déjà déclaré qu'il n'attendait pas de percée miraculeuse de pourparlers d'Istanbul. Voilà, et avant de nous quitter, je vous rappelle l'information principale de ce journal et dont on parlait au tout début, l'arrivée à l'instant du président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'aéroport de Rome. Je vous rappelle que le président algérien a entamé une visite officielle en Italie, donc une visite au cours de laquelle le président algérien Abdelmadjid Tebboune doit notamment présider les travaux de la 5e session du sommet gouvernemental algéro-italien de haut niveau. Un périple qui revêt une importance particulière dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié historique et du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays amis dans plusieurs domaines. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.